Bonjour à tous. Je vous propose qu'on reprenne donc nos travaux. Permettez-moi tout d'abord, en tant que directrice de l'Institut Droit et Santé, de vous remercier d'être tous présents et de continuer avec nous cette journée de réflexion. Je suis vraiment heureuse que l'Institut porte cette thématique de la santé mentale et de la mise en perspective avec les exigences de maintien de l'ordre public. Je voulais remercier vraiment sincèrement les deux organisatrices, Vaïne et puis Camille. Merci vraiment pour votre implication. C'est vous deux qui avez mené ça de main de maître. Donc merci pour tout ça. Je voulais aussi remercier ma collègue Anna Zelzevic Duhamel qui a assuré la présidence ce matin. Je ne sais pas si ça a été dit, puisque malheureusement, je n'étais pas là en début de journée. A-t-il été dit que les actes du colloque, et je le dis pour ceux qui sont en Zoom et qui ne rejoignent que l'après-midi, les actes du colloque seront publiés dans le journal de droit de la santé et de l'assurance maladie, qui est proposé gratuitement en ligne sur le site de l'Institut Droit et Santé. On envisage une publication des actes a priori pour juillet, une publication pour juillet devrait pouvoir se faire. Et puis, il y aura aussi l'enregistrement de la journée qui sera disponible sur le site. Donc, pour reprendre nos thématiques, ce matin, nous étions dans une dimension assez générale pour exposer les enjeux du sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Là, on vous propose cet après-midi une approche plus catégorielle de ces problématiques de vulnérabilité des personnes avec des troubles mentaux. Et donc, on va envisager différents publics, voir comment, pour ces publics-là, on arrive à concilier le soin avec la préservation de l'ordre public. Et donc, pour commencer, la première partie de cette première session, nous allons nous intéresser à l'accès aux soins des personnes en situation de conduite addictive, en prenant l'exemple des salles de consommation. Et pour cela, eh bien, nous avons constitué un duo de choc. Et donc, nous aurons le plaisir d'accueillir Dr Elisabeth Avril, donc, qui intervient au titre de la direction de l'association Gaïa Paris, que vous allez nous présenter, j'imagine. Et puis également le docteur Sylvie Nguyen, qui est responsable du département personnes en difficulté spécifique de la délégation départementale de Paris de l'Agence régionale de santé Île-de-France, ce qui me fait oublier que dans mes remerciements, j'ai complètement oublié d'évoquer ce riche partenariat avec l'ARS Île-de-France, avec qui, sans qui, cette journée n'aurait pas pu être montée, puisque vous êtes un certain nombre d'intervenants à intervenir sur ces thématiques. Donc, merci à vous deux. Je ne sais pas comment vous avez prévu l'ordre de parole. Vous allez commencer ? Je vous en prie alors. En essayant de faire au mieux. Alors, je vous cède le micro. Bonjour. Alors, pour commencer en préambule, juste pour rappeler que l'ARS est compétente pour organiser l'offre de soins et l'agence met donc en œuvre la politique de santé du ministère de la Santé en région. Et dans le champ des addictions, l'ARS s'appuie sur les principes d'action énoncés par la stratégie interministérielle de mobilisation contre les conduites addictives. En fait, effectivement, il y a bien une mission interministérielle santé-justice qui supervise, on va dire, ces politiques. L'agence décline donc les stratégies qu'elle souhaite mettre en œuvre dans son projet régional de santé qui vient de paraître, 2023-2028, et qui insiste notamment sur la lutte contre les inégalités d'accès aux soins, la construction de parcours de soins, et une des priorités thématiques est la santé mentale. Voici le diapo suivant. Alors, un rapide panorama de ce qui existe en structure d'addictologie, de réduction des risques. Donc, ce sont les structures qui interviennent pour les soins des personnes en situation d'addiction. Dans le secteur médico-social, alors je vais énumérer, mais c'est des sigles un peu difficiles, donc je vous laisserai les relire après. On distingue grosso modo dans le secteur médico-social, dans le secteur hospitalier et dans le secteur de ville. Le plus riche est bien sûr dans le secteur médico-social et le secteur hospitalier, en commençant par les CARUD, ce sont les centres d'accueil, d'accompagnement
à la réduction des risques pour usagers de drogue. Et ce sont des structures qui ont pour mission d'avoir un accueil inconditionnel, de pratiquer l'aller vers par des maraudes. Dans leur champ de mission également la prévention, le dépistage, les conseils de réduction des risques ainsi que la délivrance de matériel de réduction des risques, l'accompagnement, l'orientation, de la médiation et ici de la veille. Les XAPA, alors autre acronyme un peu difficile, Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, ce sont des structures qui peuvent être associatives ou dépendent d'un hôpital, peuvent être juste ambulatoires ou résidentiels, avec ou sans consultation jeunes consommateurs, c'est de là dépendent ces structures. Et évidemment, elles aussi, dans leur mission, la prévention, le dépistage, les soins et orientations, la prescription, la primo-prescription de traitements de substitution aux opiacés et leur délivrance. Alors, également, en complément, il faut mentionner les automates distributeurs échangeurs de matériel de réduction des risques qui sont implantés dans les rues de Paris, et aussi les pharmacies qui sont tout à fait habilitées à délivrer du matériel, notamment des seringues. La particularité de ce secteur, c'est que l'accueil y est gratuit, anonyme et inconditionnel, et ça va avoir une importance pour la suite. Dans le secteur hospitalier, qui est un peu plus connu, on a des filières de soins en addictologie, donc classiquement, consultation hôpital de jour, des services d'hospitalisation pour sevrage notamment complexe, et des établissements qu'on appelle de réadaptation de post-cure. Et en ville se développent des microstructures addiction, c'est-à-dire des structures qui associent médecins généralistes et autres professionnels pour proposer une prise en charge pluridisciplinaire aux personnes en charge des addictions. Cette offre de soins en addictologie réduction des risques, grosso modo, s'adresse à tout public et couvre tout le champ des addictions, c'est-à-dire avec ou sans produit, mais la particularité du sujet, pour le sujet qui nous concerne, ce sont les CARUD et les XAPA, donc c'est l'offre dans le secteur médico-social qui a cette particularité d'être accessible aux personnes sans droit ni titre, sans ressources, et d'avoir des pratiques qui permettent l'accompagnement de ces personnes, et la création du lien de ces personnes qui sont souvent très désaffiliées et éloignées des autres structures de soins. Un ordre d'idée, à Paris, il y a 8 CARUD, 17 XAPA et plusieurs filières d'addictologie dans la plupart des gros hôpitaux que vous connaissez tous. Pour ce qui concerne les freins dans l'accès aux soins, alors la liste n'est pas exhaustive, qui sont repérés depuis un certain temps. C'est la situation de rue, qui en soi aggrave la consommation. Ce qui a été dit également ce matin, c'est que pour ces personnes à la rue, la santé n'est pas une priorité sauf urgence. Avant 2026, excusez-moi pour la coquille, c'est 2016, il n'y avait pas d'espace sécurisé et les personnes s'injectaient dans la rue. Donc il n'y a pas d'endroit. Donc voilà. Il y a la barrière de langue, tous les obstacles d'ordre administratif, l'absence de droit ouvert, l'absence de possibilité de domiciliation, l'irrégularité du séjour. C'est pour ça que souvent l'aide de l'assurance maladie est très précieuse pour débloquer ces situations. L'état de santé en lui-même, ce sont les troubles cognitifs. C'est des personnes qui oublient les rendez-vous, qui arrivent se trompent de jour, qui se trompent de lieu. La dépendance aux produits également, qui modifie leur comportement, mais aussi qui leur rend difficile un séjour hospitalier, puisqu'ils sont, notamment quand le produit n'a pas de traitement de substitution. Et donc le fait que ce soit cette dépendance est souvent contribue à être un facteur de non-recours aux soins. Le manque de lisibilité, de fluidité, d'accès à des parcours de soins, de sevrage. Par exemple, il y a effectivement une offre de sevrage, mais par exemple, pas forcément de posture prévue tout de suite derrière. Et donc là, faire un sevrage et avoir comme seule perspective de retourner à la rue, c'est quand même très, très compliqué. Et c'est éthiquement discutable.
Les difficultés d'accès à un avis psychiatrique dans des délais courts. Vous savez que ce qui a été dit aussi ce matin, que les personnes en situation de rue, il y a une surreprésentation des pathologies psychiatriques dans ce public, avec des antécédents de psychotrauma très fréquents ou un passé d'aide sociale à l'enfance. Il y a aussi des situations complexes, c'est-à-dire des personnes qui présentent des pathologies duelles, à la fois psychiatriques et addictologiques, qui sont trop lourdes pour le psychiatre, c'est trop addictologique pour le psychiatre, trop psychiatrique pour l'addictologue. Et donc, ces personnes-là se trouvent, le système actuellement n'est pas tout à fait adapté pour prendre en charge en même temps ces personnes qui, en plus, présentent souvent des multiples comorbidités somatiques. Et aussi, et il faut le reconnaître, les représentations négatives vis-à-vis de l'usage de drogue de la part des soignants, qui effectivement stigmatisent la personne qui est déjà en situation de vulnérabilité. Diapo suivante. Alors, depuis 2016, un nouveau dispositif est apparu dans les textes et à Paris et à Strasbourg. C'est ce qui s'appelle l'espace de réduction des risques par usage supervisé, donc qui est introduit par la loi de janvier 2016, qui inscrit cette expérimentation, parce que c'est toujours encore une expérimentation, et qui inclut des dispositifs spécifiques du fait de la loi de 1970 relatif à l'usage de produits illicites, c'est-à-dire des dispositions de protection pour l'usager et les professionnels. Alors, le titre, la dénomination a un peu changé de générique, au départ, salle de consommation à moindre risque, en vigueur à partir de 2016. Il est maintenant, aujourd'hui, halte soins addiction, HSA. Donc, on ne parle plus que de HSA, qui a aussi qui a été retenu parce que, pour insister sur le fait que la salle de consommation, comme disent les détracteurs, n'était pas juste un espace pour consommer, mais effectivement, c'est une entrée et une étape dans le parcours de soins. Et d'ailleurs, ça a toujours répondu à ces objectifs, seulement qu'en raccourci et avec une lecture rapide, il ne faut pas, surtout, on réinsiste sur cet aspect. Parce que l'objectif prioritaire est bien d'améliorer la santé des usagers de drogue en réduisant les risques associés à l'injection de drogue, tels que les risques de contamination du VIH, VHC ou les surdoses mortelles. Pourquoi ? En permettant aux usagers très précarisés de venir consommer dans des conditions sécurisées. Alors, une HSA s'inscrit toujours dans un maillage territorial, sanitaire, médico-social et social, dans un réseau d'intervenants pluriprofessionnels, déjà tout à proximité avec le service d'urgence le plus proche et le SAMU, avec un partenariat fort avec les institutions, les collectivités territoriales. Et pour les personnes, je le redis, il faut le voir vraiment comme une possibilité, une étape dans un parcours de soins. Alors, ça un peu rappel, et donc je repasse, je le dis rapidement. C'est une HSA à des enjeux de santé publique, donc on l'a vu tout à l'heure, de tranquillité publique, parce que l'effet aussi, c'est la disparition des scènes ouvertes et l'apaisement de l'espace public en réduisant les nuisances liées à la consommation de drogue, c'est-à-dire la diminution des seringues dans l'espace public ou des déchets liés à la consommation de drogue. Donc, le public cible des HSA est quand même bien les publics en situation de grande précarité. Et je termine par deux référentiels scientifiques qui ont montré le bénéfice qu'on peut tirer de ces structures. Le premier, qui est à l'origine, qui a appuyé toute la démarche associative et politique avant 2016, donc c'est le rapport expertise collective de l'INSERM, et puis après le rapport d'évaluation scientifique de l'expérimentation de la salle de consommation, enfin des salles de consommation, puisque Paris et Strasbourg ont été concernés, de 2021, qui ont noté des effets positifs sur la santé, un rapport coût-efficacité acceptable et une absence de détérioration de la tranquillité publique directement attribuable aux salles de consommation.
OHSA, pardon. Merci de votre attention. Merci docteur. Effectivement, je pense qu'on est en plein dans le sujet de la thématique du jour, puisque vraiment ces salles de consommation sont vraiment en fait à la fois remplissent l'objectif de faciliter l'accès aux soins, tout en préservant l'ordre public. Donc, et c'est surtout cette image qui a été un peu vendue au départ et ce qu'on retient, mais effectivement en première lecture, alors qu'effectivement la raison première, c'est quand même faciliter l'accès aux soins. Voilà, donc on est vraiment dans le sujet. Et je vais donc laisser la parole au docteur Elisabeth Avril pour nous présenter l'association Gaïa et ses actions. Je vous remercie. Merci. Je pense que ça marche, oui. Donc, juste en préambule, l'association Gaïa est une association qui a été créée en 2005 par Médecins du Monde et les institutions pour reprendre les programmes de Médecins du Monde, qui étaient des programmes expérimentaux pour certains qui existaient depuis la fin des années 80 et qui avaient été vers les usagers de drogue. Donc il y avait un programme d'échange de seringues et un bus méthadone qui est devenu un XAPA parce qu'il répondait en fait aux exigences légales. Donc là, vous avez une photo de la salle de consommation côté injection. Donc on l'a appelé Jean-Pierre Lhomme. Jean-Pierre Lhomme était un médecin qui nous a beaucoup aidé à monter tous ces projets, puisque moi j'ai commencé à travailler avec lui en 1994, donc ça fait un petit bail. Donc Gaïa, on a plusieurs structures, plusieurs établissements, comme disait Sylvia, on a un XAPA qui a une unité fixe, une unité mobile. Donc on vous a mis un peu les chiffres, on a des grosses files actives, on a beaucoup de contacts en fait avec les personnes, parce que je pense que c'est important, plus la fréquence des contacts avec ce public-là est grande, mieux sont les chances de se rencontrer, de se connaître et de faire des choses ensemble. Un CARUD aussi, avec un lieu fixe et une unité mobile. La salle de consommation à moindre risque, halte soins addiction. Donc c'est des files actives conséquentes. Vous voyez, bon, ce qui nous intéresse, la halte soins addiction. On a eu donc en 2022, ça c'est des chiffres 2022, 559 127 consommations, donc qui sont essentiellement pour 2022 des injections, puisque de 2016 à 2020 on avait des injections et une possibilité aussi d'inhaler, de fumer, essentiellement les gens fumaient du crack. Depuis 2020, la crise sanitaire et les difficultés qu'on a rencontrées, on n'a pas réouvert la partie fumée, donc on n'a qu'une partie que des postes d'injection. On a également d'autres dispositifs, dont un qui est régional, c'est un dépistage mobile où on va aller dans quasiment tous les CARUD et une partie des XAPA, mais également dans des ESI, des structures d'insertion pour proposer des consultations médicales et du dépistage VIH, VHC, VHB. On a également deux pôles qui s'appellent Labo Fabrique, Lab Expert, qui sont plus du travail. On va proposer aux usagers de rejoindre un pôle de réinsertion où le Lab Expert, c'est plus pour former des travailleurs pairs, parce qu'on a beaucoup d'usagers qui nous demandent comment s'impliquer, comment devenir bénévole, comment acquérir des compétences. Donc, par ce projet-là, qui est aussi soutenu par le Fonds Addiction et l'ARS, on peut former une dizaine de personnes chaque année. On a également un pôle formation à Gaïa et on travaille en partenariat avec l'association Aurore dans le cadre du plan crack et de la mise à l'abri à l'hôtel des consommateurs de crack dans le dispositif Assor. Donc nous, on s'occupe de 68 places d'hébergement hôtelier sur 610. On est vraiment monté en charge et on a un bon partenariat. Et on a aussi, depuis 2019, l'espace de repos Porte de la Chapelle, qui va accueillir aussi des consommateurs en errance du nord-est parisien. Donc une salle de consommation n'a d'intérêt que si elle s'articule avec des réseaux et elle travaille en partenariat. Donc on a vraiment un bon réseau et un bon partenariat avec d'autres CARUD, d'autres XAPA, mais également avec des services hospitaliers,
puisque comme l'a rappelé Sylvia, on a affaire à des gens qui ont des comorbidités psychiatriques, somatiques graves, de plus en plus sévères, moi je trouve, avec le temps. C'est l'avantage d'être là depuis longtemps. Les gens vieillissent. On a, depuis le Covid, beaucoup de décès chaque année. On le remarque vraiment et on travaille un peu là-dessus pour essayer d'apporter des données. On a un bon partenariat avec, donc je vous disais, avec Aurore, surtout sur l'hébergement hôtelier. Dans le cadre hospitalier, donc c'est surtout des services de maladies infectieuses, ça peut être des services de pneumologie à la Pitié. Enfin, on a vraiment développé ça au fur et à mesure des années. Sur la psychiatrie, on a un bon partenariat avec l'hôpital Fernand-Vidal qui a une valence addicto et psychiatrie. Et on a même eu un poste partagé entre nos deux structures. Le partenariat avec la réanimation de l'hôpital Lariboisière, dont le chef, le professeur Megarban, est aussi toxicologue, donc c'est assez intéressant de travailler sur ces questions-là. Comme on va parler de la psychiatrie, c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre de ces partenariats un peu fluides. On a affaire à un public très, très précaire, donc nous, on a besoin de trouver des services, on va dire, usagers friendly, où on peut décrocher notre téléphone, appeler et avoir une écoute particulière et non stigmatisante. Donc, c'est un réseau qui se construit au fur et à mesure des années, qui malheureusement est souvent un peu trop interpersonnel. Donc, quand les gens s'en vont, on perd une partie du réseau, même si on continue à le cultiver. Donc, ça, c'est... L'idée, c'est vraiment de dépasser aussi ce côté interpersonnel et avoir voilà, des partenariats construits où on sait que les personnes dont on s'occupe vont être correctement accueillies, ce qui est malheureusement, il y a eu des progrès, hein, mais c'est malheureusement pas toujours le cas. Le parcours de l'usager dans la salle, rapidement. C'est un accueil inconditionnel. Il faut être majeur et consommateur de drogue par voie intraveineuse. Les personnes arrivent dans une petite cour préau. Ils vont se présenter à l'accueil. Si c'est la première fois, ils doivent passer un petit entretien le plus rapide possible pour définir un petit peu leurs difficultés, s'ils ont des maladies chroniques, s'ils ont fait des overdoses, où ils vivent. Enfin, apprendre un peu à se connaître, mais parfois le lien ne se décrète pas, il se construit. Donc la première fois, on n'a pas toujours beaucoup de données, mais les choses vont se compléter au fur et à mesure du temps. Si la personne est admise, et elle va pouvoir donc passer dans l'espace de consommation supervisée, elle apporte son produit, la personne apporte son produit, doit montrer le produit à l'accueillant, dire, bon, maintenant ça ne se pose plus parce que c'est que de l'injection, mais avant c'était soit fumé, soit injecté. Et ensuite, va rentrer dans l'espace de consommation supervisée. Suite à la consommation, il y a plusieurs possibilités. Il y a un espace de repos où les gens peuvent rester le temps qu'ils le souhaitent dans la mesure des places disponibles, parce qu'on n'a pas non plus... On a la chance d'avoir un local qui est plutôt accueillant, je vous montrerai des photos, mais on n'a pas, c'est pas extensible. Et aussi, bien sûr, pouvoir, à cette occasion-là, rencontrer un infirmier, un médecin, un assistant social. On a une permanence de la CPAM pour remettre les droits à jour. Donc, ils traitent à peu près 200 dossiers chaque année. On arrive à faire aboutir une centaine de dossiers, ce qui est pas mal. Et ensuite, la personne va ressortir. Et à l'espace de repos, ça permet également la prévention des overdoses, en tout cas overdose mortelle, puisqu'il y a des gens qui vont faire des malaises, qu'on va monitorer, qu'on va surveiller, et en fonction de la gravité du malaise, on va pouvoir appeler soit les urgences ou transférer la personne aux urgences. Et si le cas, heureusement ça arrive assez rarement, est grave, on va appeler directement la réanimation. Donc voilà ce que je vous disais. Entretien d'inclusion, et donc pour chaque consommation, les usagers doivent se laver les mains, c'est le minimum, et utiliser le matériel fourni dans l'espace de consommation. On a 17 places d'injection et on a 20 minutes par injection. En fait, ça, c'est vraiment... voilà. On a affaire à des gens qui vivent en rue depuis très longtemps, 10 ans, 12 ans. Ils sont injecteurs, ils ont des veines très abîmées, ils ont une motricité fine qui est compliqué. Pour faire le geste de l'auto-injection, c'est pas simple.
Donc on va leur laisser évidemment plus de temps que ces 20 minutes quand c'est nécessaire. On n'est pas très strict là-dessus parce qu'on sait que ça peut être compliqué de s'injecter. Le profil qui ne change guère, on va dire, malheureusement, sauf que, vous voyez, 50%, 59% en logement précaire ou SDF, ça aurait même tendance un petit peu à augmenter. L'âge augmente un peu. On a peu de femmes, mais dans tous les dispositifs médico-sociaux, CARUC-SAPA, on est autour de 15-20%. Il n'y a qu'à la Porte de la Chapelle, le lieu qu'on gère avec Aurore depuis 2019, on monte à 20-25% de femmes, ce qui est très intéressant. Beaucoup de gens sans couverture maladie, des gens qui se savent malades mais qui ne consultent pas, n'ont pas de suivi médical ni social et qui cumulent des pathologies en vieillissant, pulmonaires, cardiologiques, infectieuses et psychiatriques. Donc, dans ce profil-là, pour revenir à ce qui a été dit ce matin, à la louche comme ça, on a quand même un tiers des gens qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance, un tiers de personnes à peu près qui ont un parcours migratoire plus ou moins traumatique. Mais en fait, tout ce public très précaire, quand il se raconte un peu, quand on a ce qu'on n'oblige pas, il faut avoir un lien pour se raconter. Nous, on fait un accueil inconditionnel, quelle que soit la position des personnes, et on ne leur demande pas systématiquement de raconter toutes leurs histoires. C'est vraiment avec le temps qu'on apprend à connaître, et on se rend compte que tous les gens, peu ou prou, ont eu un passé traumatique à partir avant l'âge de 16 ans. Donc l'activité, vous voyez, bon, c'est nombre total de consommation, on est à 59 000 consommations par injection. L'activité médico-sociale, alors elle fluctue un peu avec les années, mais vous voyez, en 2020, on a eu beaucoup de difficultés pour recruter des infirmiers et également des assistants sociaux. Donc, on essaye de proposer, et on y arrive, des consultations par les infirmiers qui sont plus nombreux tous les jours. Donc, en vert, vous avez les consultations infirmiers-infirmières qui augmentent. Les consultations médicales, en 2022, on a eu un médecin qui est arrivé en fin d'année, donc c'est sûr que c'est moins élevé qu'en 2021. Donc on fait avec les moyens du bord. On a quand même pas mal de turnover dans l'équipe. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'accompagnement physique, on y reviendra, puisque il y a vraiment nécessité d'accompagner physiquement les gens à des consultations, à des rendez-vous, aller les visiter à l'hôtel. À l'hôtel, c'est fait par une autre équipe, mais à l'hôpital, quand ils sont hospitalisés, pour qu'ils tiennent les hospitalisations, apporter un peu de biscuits, de choses comme ça, enfin visiter, garder le lien avec les personnes quand elles sont hospitalisées pour réussir en fait à ce que les gens supportent cette hospitalisation, qu'elle soit dans le somatique et encore plus du côté psychiatrique. Mais du côté psychiatrique, on a parfois du mal à se faire ouvrir la porte des services pour aller visiter les gens qu'on a adressés ou qu'on suit depuis longtemps. Ce qui est un peu dommage, puisqu'on sait que ça aide les personnes à rester en tout cas jusqu'à la fin de leur hospitalisation. Donc les activités, les consultations médicales, il n'y a plus de temps. Bon. Et ben voilà, je vais quand même parler de la psychiatrie, c'est un peu dommage donc on a 15% de pathologies psychiatriques dans la salle à peu près, schizophrénie, troubles bipolaires, dépression sévère, troubles de la personnalité, troubles du comportement. C'est difficile de faire le diagnostic parce qu'il y a une intrication avec la grande précarité et les consommations. Il y a un impact négatif des troubles du comportement dans l'espace public autour de la salle, et nous on nous renvoie toujours ça. Oui, mais vos usagers, ils se comportent mal dans l'espace public, ils gênent les riverains. Donc on a une espèce de pression aussi à nettoyer la ville de ces fous, quoi. Les gens sont peu suivis sur les secteurs parce qu'ils sont SDF, parce qu'ils rejettent la psychiatrie et rejettent les traitements. Et la psychiatrie conventionnelle a un cadre quand même assez rigide et n'accepte pas facilement que les gens soient aussi des consommateurs et sortent pour consommer, reviennent et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout accepté par la psychiatrie. Et donc, nous, ce qu'on fait, puisqu'on doit
pouvoir accueillir les gens collectivement. On a un cadre souple, les services sont souples, on essaye d'avoir le moins de contraintes possible pour favoriser le lien et l'adhésion. On accueille des fois spécifiquement et on accompagne tout au long du parcours dans la salle certains cas, des gens qui sont très agités, qui vont avoir des propos un peu décousus, on les accompagne. On forme les équipes aux troubles psychiatriques et on essaye de recruter des personnels, des professionnels qui ont une expérience de l'accueil des personnes. Et aussi, ce qu'on a aussi expérimenté, c'est le recrutement de patients experts qui sont eux aussi passés par la psychiatrie et qui sont dans un état de rétablissement et qui peuvent vraiment mieux comprendre que les professionnels les difficultés qui se posent à ces personnes-là. Et donc, on a un médecin psychiatre qu'on partage avec Fernand Vidal jusqu'en 2021. Maintenant, on a un mi-temps psychiatre qui nous aide beaucoup. Et on met en place des traitements un peu qui n'existent pas en France. On les a par la pharmacie hospitalière. C'est le pimfluridol, l'Acemap, qui permet, c'est un antipsychotique qu'on prend une fois par semaine par voie orale et qui a une meilleure adhésion de la part des usagers. Donc, je suis désolée, j'avais présenté pas mal de choses, mais je suis obligée de m'arrêter. Si vous voulez voir, ouais, c'est un peu nul, quoi. Je vous montre un peu des photos si vous voulez voir. Voilà. Un grand merci pour votre présentation. Je vous laisse vous rester parce qu'en fait après il y aura des questions, donc il vaut mieux que tout le monde reste à la tribune. C'est vrai que ça nous permet de voir un petit peu l'état de vulnérabilité des publics que vous prenez en charge. On voit l'importance d'une prise en charge globale, même si, vous disiez, la psychiatrie reste encore une fois le parent pauvre dans vos partenariats.